Gregor MacGregor. En 1822, ce gars-là ressemblait déjà à une arnaque crypto. Et ça, 2 siècles avant même l'invention d'Internet. C'est clairement l'ancêtre des scammers. Et je pense que vous allez très rapidement faire le parallèle. Imaginez-vous en 1820. C'est l'ascension au trône de George IV et vous êtes un aristocrate anglais. Et là, vous entendez parler de la venue exceptionnelle d'un prince souverain venu d'un pays lointain. Il s'agit de son Altesse Grégoire Ier de l'État de Poyaïs, un pays de rêve doté d'un gouvernement démocratique, avec un port, une économie en plein essor, des routes, une ville animée, des terres fertiles. Bref, vous l'avez compris, un pays magnifique et c'est bien trop beau pour être vrai. Spoiler, rien de tout ça n'existait. C'était rien d'autre qu'une énorme étendue de jungle en Amérique centrale. On est en 1811 et un jeune aventurier écossais de 25 ans part pour le Venezuela. En réalité, son objectif, c'est de tenter sa chance dans la guerre de l'indépendance, menée par les colonies espagnoles d'Amérique latine. Ce jeune aventurier, c'est Conor MacGregor. Pour vous aider à mieux cerner le personnage, il faut déjà savoir qu'il vient d'une famille de militaires. Donc s'il est parti en 1811, c'était avant tout pour marcher dans les pas de sa famille. On imagine bien qu'à l'époque, il n'y avait pas 15 000 vocations comme aujourd'hui et on avait tendance à suivre le modèle familial. J'ai pu récupérer pas mal de témoignages qui parlaient justement du caractère de notre arnaqueur. Ça va permettre de mieux l'imaginer pour essayer de comprendre ce qu'il va faire par la suite. Et j'ai bien dit essayer. Alors, il était dit à son sujet que c'était un jeune homme élégant, mais aussi autoritaire avec une personnalité très attachante, une imagination débordante et beaucoup d'audace, et surtout d'une grande ingéniosité. Pour le moment, avec des qualités comme celle-ci, on se dit qu'il a tout pour réussir et marcher dans les pas de sa famille. Mais et évidemment, il y a un mais. Malgré les excellentes qualités dont il est doté, il était doté d'un manque de scrupules qui le rendait malicieux et mesquin. Et là, je pense clairement qu'on a mis le doigt sur la compétence en trop qui va l'amener à réaliser l'impensable. Notre jeune militaire passe à plusieurs années en Amérique. Et fort de plusieurs années d'expérience auparavant avec l'armée britannique, notre jeune homme se vit rapidement accorder le grade de général durant son escapade au Venezuela. On peut clairement se dire qu'à ce moment-là, tout se passe pour le mieux. Et là, en général, comme toute personne sensée, lorsque tu as quelque chose à perdre, tu évites de faire des bêtises pour éviter de perdre tes privilèges. Et c'est exactement ce qu'a fait MacGregor. Il s'est dit qu'en rentrant au pays, il allait raconter toute la vérité, la seule, l'unique, celle qui importe vraiment. Il est rentré pour expliquer à tout le monde que c'était un héros de guerre et que tout ce qui est arrivé là-bas, c'était un peu grâce à lui. Et honnêtement, sans internet pour sourcer tout ça, ça pouvait se tenter. Du coup, ces histoires ont permis d'asseoir sa notoriété. Et c'est évidemment remonté aux bonnes oreilles des investisseurs et des aristocrates anglais. Et là, c'est le jackpot, l'une de ses vidéos YouTube, je voulais plutôt dire que l'une de ses histoires avait clairement percé et a eu un très joli succès auprès de toutes ces personnes-là. Il y a de nombreuses versions sur l'histoire qu'il aurait racontée. Évidemment, venant d'un menteur comme lui, c'est pas étonnant qu'on y retrouve plusieurs versions. L'une de ces versions, c'est qu'un roi d'Amérique centrale lui aurait offert des millions d'hectares sur la côte des Mosquitos, ainsi qu'un titre officiel, cacique de Poyaïs. Oui, rien que ça, et on en est qu'au début de l'histoire, la suite est encore pire car il va essayer de tirer parti au maximum de son mensonge. Et évidemment, parce qu'un mensonge fonctionne toujours mieux avec un beau packaging autour, MacGregor ne s'est pas arrêté à raconter des histoires. Il est tout simplement arrivé avec des accessoires premium pour donner un maximum de poids à son histoire. Des titres de propriété, une carte officielle, une monnaie locale et un drapeau. Bref, plein d'éléments qui permettaient de justifier son histoire. Honnêtement, il avait la totale. Il lui aurait juste manqué un site internet et un compte Instagram certifié. À une époque où internet n'existait pas et où le statut, la notoriété était le seul gage de confiance, je pense clairement qu'on aurait été plusieurs à tomber dans le piège. Grâce à son titre de prince et étant l'heureux propriétaire d'un pays, il a été intégré à l'aristocratie anglaise et grâce à ça, il a pu bénéficier de beaucoup d'avantages, dont l'usage de plusieurs propriétés. Ce qui a permis d'augmenter sa crédibilité et donc celle de ses histoires. Est-ce que vous commencez à voir le problème arriver? Déjà, quel était l'intérêt de créer un faux pays au-delà de flatter son ego? Il avait fait près de 200 000 livres, rien que pour maintenir son mode de vie, à la hauteur de son statut royal. Mais si ces 2 prêts lui ont été accordés, c'est évidemment parce qu'il avait quelque chose en échange. Vous savez de quoi je vais vous parler? La fameuse île de 3 millions d'hectares qui lui ont été offerts pour ses succès de guerre. La première en 1822 et la seconde en 1823 pour un total de plus de 200 hectares qui ont été enregistrés. Une fois enregistrés et donc officialisés, ces terrains ont pu être découpés en petites parcelles et vendus fictivement à des investisseurs. Et en gros, grâce à cette opération, il a pu engranger des centaines de milliers de livres sterling. Et autant dire qu'avec 3 millions d'hectares de son faux pays, il avait de la marge pour maintenir son mode de vie. Sauf que voilà, forcément, à un moment, les investisseurs, ils ont bien envie de récupérer leur dû. Et donc forcément, ils ont décidé d'envoyer des centaines de colons anglais sur l'île, afin de rejoindre le magnifique port animé de Poyaïs qui a été tant vanté
par le dirigeant de ce pays. Entre 1822 et 1823, les colons en question ont bien trouvé l'île. Mais vous imaginez un petit peu leur déception lorsqu'ils ont découvert que l'île ressemblait à peu près à ça. N'ayant pas les ressources nécessaires pour faire le chemin retour, ils ont dû se la jouer Robinson Crusoe pendant plusieurs jours en attendant que les secours viennent les aider. Et vous imaginez bien que ça s'est pas passé exactement comme prévu. Les 3/4 du groupe sont décédés suite à la malnutrition et aux maladies tropicales. Heureusement, certains rescapés ont pu rentrer en Grande-Bretagne et remonter l'information auprès du gouvernement du pays. Et là, clairement, on se dit que c'est fini pour notre cher Conor McGregor. Et non! En fait, les rescapés en ont voulu aux organisateurs du voyage et aux investisseurs. Et pourquoi ça? Parce que l'idée que l'île n'existait pas leur semblait inconcevable. Le mensonge de Conor McGregor était tellement gros qu'il semblait impossible qu'il ait pu inventer tout ça. Et donc, profitant de l'hésitation de la Grande-Bretagne à l'idée de le condamner, McGregor fuit pour la France en fin 1823. Là, du coup, on se dit que ça a forcément dû le calmer et que s'il est retourné en France, c'était pour se faire discret et changer d'identité. Pas du tout! Il a fait tout l'inverse. Une fois arrivé en France, il réitéra la même manœuvre afin d'arnaquer à nouveau. Avec exactement la même stratégie, il va créer de nouveaux faux documents, il va pouvoir refaire un prêt et des nouveaux colons vont être envoyés sur l'île. Mais à la différence, c'est que cette fois, ça ne se passera pas exactement comme prévu, étant donné qu'il se fera enfermer en France pour suspicion de fraude. Et je ne sais pas par quel miracle, mais en réalité, il ne sera jamais réellement inculpé. Et une fois sorti de prison, il continuera à s'enrichir de la même manière jusqu'à la fin des années 1830. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il ne se fera jamais arrêter pour ses crimes. Et après tout ça, il retournera au Venezuela où il percevra une pension en tant qu'ancien militaire et où il finira ses jours comme prince de Poyaïs. Au final, ce que je trouve de plus fou dans cette histoire, c'est même pas qu'il a inventé un faux pays, mais c'est le nombre de personnes qui ont cru à cette histoire. La plupart des personnes ont préféré croire à une illusion comme quoi ce pays existait plutôt que de se dire qu'il s'était fait avoir. Et honnêtement, 2 siècles plus tard, je suis même pas sûr que les choses aient réellement changé.